Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Alain. Alexandre est né avec la mucoviscidose. Cette maladie qui touche les poumons l'a amené à devoir se faire greffer des 2 poumons pour pouvoir continuer à vivre. Et vivre, c'est ce que fait Alexandre tous les jours. La maladie ne l'a pas arrêté, bien au contraire. Il s'est lancé très jeune dans un road trip en 4L pour sensibiliser sur la mucoviscidose. Après avoir été greffé, il a décidé de faire un tour de l'Atlantique à la voile, destiné à parler de sa maladie et du don d'organes. Puisqu'Alexandre est déterminé, il a voulu montrer et se prouver qu'il était capable de courir un marathon. Et le médecin qui l'a opéré l'a suivi. Tout cela, il le raconte dans un livre, Un souffle d'espoir, qui parle de son parcours. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle du dépassement de soi et de la manière positive de voir la vie. Très bonne écoute à vous. Eh bien moi, Alexandre, je l'ai rencontré en regardant Tout le sport, que je ne regarde pratiquement jamais, mais ce soir-là, je suis tombé sur Tout le sport, où on parlait de l'exploit d'Alexandre. On est avec Alexandre Alain sur le podcast. Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric. Alors Alexandre, et je ne vais pas trop expliquer qui tu es, mais effectivement, je t'ai vu dans un reportage à Tout le sport où tu préparais le marathon, et si on dit juste ça, c'est quelque chose de plutôt commun, mais j'aimerais bien que tu expliques ton parcours aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils comprennent en quoi le fait de faire un marathon pour toi, c'est un vrai exploit. Bon, déjà, moi, je le considère pas forcément comme un exploit. Je fais partie des 35 000 personnes qui étaient inscrites sur ce marathon et sur les à peu près 30 000 qui l'ont terminé. Donc, comme quoi, j'étais pas si extraordinaire que ça. Mais moi, je suis né avec une petite particularité, comme j'aime bien l'appeler, c'est la mucoviscidose. Donc, très rapidement, la mucoviscidose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Et aujourd'hui, en France, on ne guérit pas encore de la mucoviscidose. On n'a pas encore trouvé de traitement, malgré que les avancées de la médecine avancent bien et vite. Aujourd'hui, on ne peut pas encore guérir de la mucoviscidose. Et donc, des suites de ma maladie qui prenaient de plus en plus de place et que mes poumons ne fonctionnaient plus correctement, ne fonctionnaient plus bien. J'étais plus en capacité de respirer seul. Et donc, en juillet 2017, j'ai eu la chance de recevoir une greffe des 2 poumons qui a permis de changer littéralement ma vie et qui m'a permis 4 ans et demi après cette greffe, me lancer le défi de courir le marathon de Paris. Et encore plus parce que le marathon de Paris, cette année, tournait lors de la journée mondiale du don d'organes. Donc, ma volonté, moi, depuis que je suis jeune, c'est de sensibiliser à la maladie que j'ai, mais aussi au don d'organes, comme quoi ça sauve réellement des vies. Et donc, cette année, mon défi, c'était de courir le marathon de Paris. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, aux auditrices, c'est que quand tu as cette greffe, le diagnostic, ton diagnostic vital est marqué, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, parce que à partir de ce moment-là, j'étais sous oxygène et pour me déplacer, j'avais besoin d'un fauteuil roulant. Et lorsqu'on est mis sur une liste d'attente pour recevoir un organe comme les poumons, ça veut dire que notre pronostic vital à court ou moyen terme est engagé. Donc oui, j'aurais certainement pas vu l'année 2018 sans cette greffe. D'accord. Et ce qu'il faut expliquer aussi, hein, et tu m'arrêtes vraiment si je me trompe pas, c'est que aujourd'hui, pour faire un don d'organes, il n'y a plus besoin de se mettre sur une liste. C'est bien ça? Dis-moi si je me trompe. Alors, dans la pratique, oui, on est tous donneurs et donneuses universelles. Depuis 2016, quand la loi a changé, on n'a plus besoin d'être inscrit sur une liste pour dire qu'on est pour. Maintenant, si on est contre, on peut faire le choix d'être inscrit sur une liste de refus. Mais dans la pratique, malgré le fait que tout le monde est donneur universel, les médecins iront toujours demander à la famille et aux proches au moment du décès de la personne si elles sont d'accord pour le prélèvement d'organes. Donc, dans la pratique, ça n'a pas changé et les médecins, et c'est compréhensible, vont toujours demander aux proches et à la famille lors du décès.
Ok. Et alors, peut-être si on remonte un tout petit peu en amont, j'ai vu que déjà en 2014, tu avais lancé une opération qui avait pour but de sensibiliser. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, moi le marathon de Paris, c'est pas mon premier défi et ce sera pas mon dernier. En 2014, avec deux amis, Com et Romain, on est parti faire un tour d'Europe. Donc ce tour d'Europe, c'était 11 000 kilomètres en 23 jours à travers 19 pays pour sensibiliser à la mucoviscidose et montrer que c'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie grave et incurable qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas voyager entre amis et qu'on peut pas vivre ses rêves. Et donc là, on avait tellement été marqué par ce projet que j'avais dit à mes copains, après ma greffe, faudra qu'on reparte sur un nouveau projet parce que l'impact que ça avait eu et le mouvement autour de ce projet avait été tel que ça nous avait marqué, ça nous a fait grandir aussi personnellement. Et donc j'avais cette volonté-là, après ma greffe, de repartir pour un projet parce que je savais que la greffe allait arriver dans les années à venir. Et ce que tu ne précises pas, mais qui est important c'est que vous avez fait ce tour d'Europe en Renault 6. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on mettra des liens pour aller voir à quoi ressemble une Renault 6. Moi je le sais puisque mes parents dans ma jeunesse en ont une. Mais voilà, c'est aussi ce côté à mon avis qui a un peu attiré l'œil des gens quand tu faisais ce tour d'Europe, c'est ça? Oui, c'est un peu une voiture old school, c'est de 1970. C'était le quatrième membre de l'équipage. Et bien sûr, forcément, ça a attiré l'œil. On l'avait customisé par le biais de nos partenaires. Et donc, ça avait à côté un peu ce côté old school d'aventure. Et à l'époque, en Europe, le forfait n'était pas comme aujourd'hui, où en Europe, on peut téléphoner, avoir Internet au même prix qu'en France. Là, c'était du hors forfait et du hors forfait qui était très cher. Donc, en fait, on était quasiment coupé du monde. Donc, les seuls moyens de communication, c'était quand on trouvait la Wi-Fi dans un bar pour donner des nouvelles sur les réseaux sociaux et à nos proches. D'accord. Et donc ce tour d'Europe, c'était des destinations et il y avait de la communication qui était faite autour. Ça marchait comment? Comment tu as pu sensibiliser justement le grand public à ta maladie? Bah, en 2014, c'était un peu l'âge d'or de Facebook. Donc, ça a été la création d'une page Facebook sur notre projet. Et après, par le biais des médias, télé, presse et radio. Ok, d'accord. Et donc vous avez récolté aussi des dons pour une association. Ça s'est passé comment? Non, là, on n'avait pas cette volonté-là sur ce défi de récolter. Les entreprises qui étaient partenaires du projet pour nous aider à le financer. Et on avait créé notre propre association à but non lucratif qui était là pour promouvoir la lutte contre la mucoviscidose. Ok, d'accord. Et alors pour continuer un peu l'histoire, quand tu arrives en 2017 dans cette situation où pour te déplacer, pour vivre en général, donc pour te déplacer, tu as besoin d'un fauteuil roulant et pour vivre, tu as besoin d'oxygène. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, sachant qu'on sent dans ce que tu dis que tu es un battant, on se retrouve dans quel état d'esprit, c'était quoi tes sentiments à ce moment-là? Bah moi, j'ai jamais eu le sentiment que c'était mes derniers jours, mes dernières heures. J'ai toujours cru en l'avenir. La greffe, je m'y suis préparé. C'est une préparation qui est autant physique que psychologique parce qu'il faut accepter le fait que ça va être le plus gros combat de notre vie parce que c'est une opération qui est très lourde. On sait qu'il y a des risques de pouvoir mourir des suites de la greffe si on en rejette, s'il y a des complications dues à l'opération. Donc, mais moi, j'ai toujours eu cette confiance-là, peut-être, j'ai envie de dire, innocente, du fait que j'allais continuer de vivre et que j'allais me réveiller et pouvoir continuer ma vie et reprendre mes études et avoir mes projets. Ok, donc quand tu es enfin, prêt à partir vers l'opération, il n'y a pas eu ce sentiment de te dire c'est peut-être la dernière fois que je vois mes proches. Tu avais plutôt le côté justement très optimiste de dire je les reverrai et je serai en meilleure santé. Oui, après, bien sûr, il y a une part de peur, hein. Faudrait être inconscient si on dit qu'on n'a pas peur d'aller à la greffe parce que c'est quand même ça, on sait que ça va être compliqué, que ça va être dur, qu'on va souffrir. Mais j'avais cette confiance-là de me dire que j'allais vivre et que j'allais retrouver mes proches. Ok. Et et je vais pas dévoiler la suite de l'histoire tout de suite, mais en tout cas, on en parlera tout à l'heure. Le chirurgien qui t'opère, à ce moment-là, vous vous considérez comme une équipe
Comment ça se passe avec le chirurgien? Il te suit de près? C'est un chirurgien qui vient spécialement pour l'opération et tu le connais pas en amont? Comment ça se passe? Alors moi, le chirurgien, je le connais pas en amont. La première fois qu'on se rencontre, c'est quand je suis endormi sur la table, donc je suis déjà endormi. C'est l'anesthésiste que j'ai vu. Mais le chirurgien, je le connais pas. Et en fait, si ça se passe bien, s'il n'y a pas de complications, visiblement, il est passé 24 heures après dans ma chambre, mais juste sous son masque et sous sa blouse, dire bon, tout se passe bien. Donc moi, j'ai pas de souvenir de lui à ce moment-là, en tout cas. D'accord, ok. Donc on va pas tout de suite dévoiler la suite de l'histoire. Ça se passe comment ta convalescence? C'est une convalescence que tu passes à l'hôpital, que tu passes chez toi avec des soins très marqués. Explique-nous un petit peu ce parcours avant de reprendre vie, entre guillemets, et une vie normale comme tu l'aimes. Bah alors moi, c'est chaque greffe est différente, donc faut pas se formaliser à ce que moi j'ai pu vivre parce que chacun est différent et chaque greffe est différente. Moi, j'ai eu énormément de chance en fait parce que je me suis réveillé 3 heures après l'opération. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu mes proches, j'ai pris mon premier verre d'eau, ce qui est très rare, hein. On peut rester endormi pendant plusieurs jours en coma. Donc moi, c'est assez extraordinaire le fait que j'ai pu avoir cette capacité-là de me réveiller très rapidement. Et j'ai eu 2 semaines compliquées, forcément, réanimation, soins intensifs. Mais au bout de 2 semaines, j'avais plus rien qui était branché à moi, j'avais plus de perfusion, j'étais debout, je marchais correctement. Et donc là, c'était une autre phase qui commençait, c'était la phase de rééducation, de réathlétisation sportive. Mais j'ai eu extrêmement de chance parce qu'au bout d'un mois et demi, j'ai pu rentrer chez moi, j'ai pu revoir ma maison, j'ai pu revoir mes proches, passer des moments avec eux. Et donc, j'ai été très chanceux. Ça fait partie de mon caractère de vouloir avancer, d'avancer vite, d'être impatient. Mais là, j'ai réussi à mettre toutes mes forces et à pouvoir aller vite dans cette rééducation. Mais pour autant, c'est pas pour ça que ça veut dire que la greffe va mieux fonctionner que d'autres qui peuvent rester 3, 4 mois à l'hôpital après la greffe, parce qu'on a chacun son rythme, chacun a besoin de son temps. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir me dire qu'un mois et demi après, j'étais chez moi. Ok. Et à quel moment on sait, entre guillemets, on est sûr que la greffe a fonctionné? Il y a un délai particulier ou ça dépend de chaque personne? Non, on peut jamais être sûr, hein. On peut ne pas faire de rejet de cette greffe pendant 10, 15 ans, et un jour on va faire un rejet. En fait, il y a pas de règle établie. Bien sûr, plus on avance dans la greffe, moins il y a de chances de faire de rejet, mais il y a pas de règle, il y a pas forcément d'équilibre entre est-ce que si je fais un rejet au bout d'un mois, j'en ferai pas dans 10 ans, est-ce que si j'en ai jamais fait, j'en ferai pas dans 10 ans. Il n'y a pas de vérité absolue. Chacun est différent et donc le rejet peut intervenir tout au long de notre vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut se sentir avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, ok. Et donc il y a une autre sortie de l'hôpital, il y a la convalescence et il y a une autre aventure qui se dessine. Cette aventure, elle se dessine dès les moments où tu commences à être conscient et tu te dis la greffe est appris ou elle était même là avant la greffe, cette envie. Bah alors, avant la grève, j'avais cette volonté-là de repartir sur un projet. Je ne savais pas ça allait être quoi, je ne savais pas c'était avec qui. Et au fin de compte, au bout de 3, 4 mois après ma grève, j'ai Romain, donc l'un des copains avec qui je fais le tour d'Europe, qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, avec mon grand frère Thibaut et un ami à lui, Jérémy, on part faire nous un tour de l'Atlantique à la voile pendant un an. Est-ce que ça te dit de partir avec nous? Et j'ai dit, bon, bah ok, c'est reparti, on repart sur un nouveau projet. Et ils avaient cette volonté-là de m'accompagner pour toujours prouver que c'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie qu'on ne peut rien faire. Et donc, ce tour de l'Atlantique s'est dessiné avec la volonté de sensibiliser à la mucoviscidose et d'autant plus au don d'organes avec la greffe que je venais d'avoir. D'accord. Et pour faire cette aventure, tu as besoin d'avoir des autorisations, tu as besoin d'avoir un suivi particulier ou tu y vas et puis tu te dis on verra bien. Alors là, ça va prendre avec des pincettes, il n'y a pas besoin d'autorisation. Je suis quand même libre, je suis pas en prison. Pour autant, bien sûr que j'ai consulté l'équipe médicale, qui n'était pas forcément du tout pour au départ, hein, parce que j'ai fait de nombreux rejets, moi, ma première année. Donc, ils étaient inquiets.
Mais moi, je croyais toujours en l'avenir. J'avais cette volonté de me lancer sur ce projet et de montrer qu'on pouvait y arriver et que ça allait même être bénéfique pour moi. Et donc, on avait mis ça en place que chaque projet peut être adapté selon chacun. Et donc, moi, c'était prévu que je rentre tous les 2 mois à peu près en France pour faire un check-up médical et pour vérifier qu'à chaque fois tout aille bien. Et ce qu'on a vu, bah, c'est que j'ai pris 20% de capacité respiratoire en un an sur ce projet-là. Et depuis que j'ai mis les pieds sur ce bateau en septembre 2019, je n'ai plus connu d'épisode de rejet. Donc peut-être que ce projet m'a servi d'exutoire et m'a servi dans ma convalescence et dans le fait que pendant 1 an et demi, je faisais beaucoup de rejets, beaucoup trop, et que les médecins étaient inquiets, et que moi aussi, j'avais une part d'inquiétude qui grandissait d'année en année. Mais pour autant, j'y ai cru, on est parti, on a pris ces précautions-là et on a réussi à faire ce tour de l'Atlantique. Alors, je pense que tu m'expliques parce que peut-être que d'autres comprennent, mais quand tu dis de nombreux rejets, est-ce que tu peux nous expliquer? Ça veut dire que c'est des moments où tu te sens pas bien ou c'est parce que tu as eu d'autres greffes ou d'autres interventions? Non, c'est un peu traître en fait. C'est que mon corps n'acceptait pas les poumons, il le considérait comme un corps étranger. Donc il l'attaquait, il luttait contre. Et donc moi, j'ai jamais ressenti ces rejets-là, mais c'est sur des petites biopsies, donc des prélèvements de bouts de poumon, que les médecins voyaient que j'étais en rejet, et donc il fallait traiter ça vite. C'est ce qu'on appelle des rejets aigus, donc qui peuvent être soignés, qui ne durent pas forcément dans le temps, mais que fallait pas que ces rejets-là deviennent des rejets chroniques. Et donc, fallait les traiter correctement pour ne pas repasser par la case greffe, qui est une épreuve plus que compliquée. Oui, et donc pour en revenir, parce que j'ai posé cette question parce qu'elle me paraissait importante, mais donc ce que tu viens de dire, c'est que cette traversée de l'Atlantique, où à la base l'équipe médicale n'était pas forcément pour, et on peut la comprendre, tu nous as dit que bah, en fait elle avait apporté de l'amélioration à ta condition et à tes capacités pulmonaires, c'est bien ça? Ah oui, totalement. Bah, moi, je suis parti avec 80-85% de capacité respiratoire sur ce tour et je suis revenu à quasiment 100% de capacité respiratoire. Donc, je pense que le bien-être personnel, les projets, l'épanouissement font partie intégrante d'un traitement. Et moi, ça m'a permis, en tout cas, moi, de m'en sortir, de stabiliser ces rejets et de même prendre en capacité respiratoire. D'accord. Et peut-être l'environnement du grand air et autres aide aussi peut-être, je sais pas. Est-ce que on te l'a pu Oui, le après, confirmer? je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Après, on n'a pas d'explication enfin, écrite sur papier, mais je pense que c'est l'accumulation de plusieurs choses qui fait que j'en suis là et que ça m'a un peu fait grandir et métamorphoser là-dessus. Ok. Et quelles étaient les étapes de cette traversée de l'Atlantique? Tu avais des étapes particulières, des endroits qui peuvent nous faire rêver, qui ont pu te faire rêver, où tu as été? C'était un tour de l'Atlantique, on va dire, enfin, qui n'était pas original, c'était banal. Enfin, les gens qui veulent faire ce type de voyage, on prend tous quasiment le même itinéraire. Donc, c'est descendre le golfe de Gascogne pour longer les côtes espagnoles, portugaises, faire un arrêt à Madère et aux Canaries pour préparer la traversée de l'Atlantique vers les Antilles, grenouiller un peu dans toutes les îles antillaises avant de préparer la traversée retour que nous, on n'a pas pu faire parce que bah il y a eu l'annonce du premier confinement et donc comme tout le monde on a dû tout stopper et vu qu'on devait tous reprendre nos vies respectives en juillet, on n'a pas pu faire cette traversée retour, donc on a fait 80% du chemin et de notre projet en ayant des actions de sensibilisation à l'étranger par le biais de partenariats avec des classes, avec des entreprises, mais le bateau a été vendu aux Antilles pour pouvoir que chacun puisse reprendre sa vie. D'accord, OK. Et une fois que enfin cette idée de livre, elle t'est venue à quel moment? Puisque, tu as donc, et c'est ce qui a fait aussi qu'à tout le sport, j'ai été sensibilisé, c'est que donc tu as écrit un livre, Un souffle d'espoir, qui est sorti au mois de septembre, si je me trompe pas, hein, qui est publié chez Exactement. Hugo et compagnie, il faut le dire, avec en plus, j'ai vu ça, une préface de Brigitte Macron. Donc, il faut que voilà, il faut que tu nous expliques toute cette aventure de l'écriture du livre. Alors moi, cette volonté-là d'écrire un livre, elle vient pas
de moi. C'est mon éditeur Clément Ronin qui est chez Hugo Doc qui m'a contacté. Il avait vu mes aventures et ma personnalité par le biais de mes messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et il m'a dit, bah, Alex, est-ce que tu veux écrire un livre sur ce que tu as vécu, ton tour d'Europe, la construction d'un enfant avec la mucoviscidose, cette particularité, cette étape de ta vie qu'est la greffe et ce tour de l'Atlantique, pourquoi tu te pousses à te lancer dans des projets comme ça, en quoi ça peut servir, en quoi ça te sert à toi en tant que jeune homme. Et donc après un moment de réflexion sur ma légitimité, excuse-moi, sur savoir si j'étais légitime à écrire un livre sur mon parcours par le biais des messages que je reçois, que ce soit de jeunes atteints de la mucoviscidose, que ce soit de parents avec des enfants atteints de la mucoviscidose, mais que ce soit des personnes atteintes d'une autre maladie, mais qui voient en moi un peu une force de vie ou un exemple à mon échelle. Je me suis dit que ça allait être une belle expérience et c'était un autre moyen pour moi de véhiculer les messages que j'aime véhiculer autre que mes aventures et donc ça a été une aventure à part entière d'écrire ce livre et j'en suis très heureux et très fier et j'ai des très bons retours et j'espère que ça va continuer. D'accord, donc livre disponible pour tous ceux qui écouteraient le podcast et à Fnac, Culture, Amazon et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, c'est livre grand public, vous pouvez le trouver partout. C'est quoi comme aventure? Parce que tu as vécu des aventures avec beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Là, c'est plus une aventure, une introspection pour écrire ce livre. C'est quoi les trois petits trucs, ou les deux, trois petits trucs qui te restent en souvenir de ce temps d'écriture? Bah, c'est moi me poser la question de ma différence que quand j'étais enfant, je la ressentais pas forcément, mais qu'en fait, du coup, je me suis posé ces questions-là à ce moment de l'écriture du livre, comment je le vivais réellement. C'est repasser par des moments qui sont pas forcément faciles. Moi, j'ai connu le décès de ma maman très jeune, donc en fait, peut-être que il y a des événements de ma vie que je pense avoir fait le deuil que je n'avais pas fait forcément, et ça me met un peu un recul, une rétrospective sur la première partie de ma vie, comment je me suis construit et pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qui fait que c'est Brigitte Macron qui vient préfacer ton livre? Est-ce qu'il y a un élément particulier? Parce qu'effectivement, ça donne, je dirais que ça donne encore plus, tu parlais de est-ce que je suis légitime ou autre, ça donne encore plus de légitimité au livre et à ton combat, on va dire. Oui, alors moi, je lui ai posé la question de savoir si elle acceptait de signer la préface de mon livre, car j'ai eu la chance de la rencontrer à 2 reprises au Palais de l'Élysée dans le cadre du Tour de l'Atlantique pour lui présenter ce projet, pour lui présenter les objectifs et les messages que je souhaitais véhiculer avec mes amis à bord. Elle avait été sensible à la cause, sensible à mes messages. Et des suites, je voulais concrétiser ces rencontres et donc, quand je lui ai demandé, elle a très gentiment accepté. Les mots qu'elle met à mon égard et à l'égard du combat sont très touchants et je la remercie encore une fois. Ok. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une forme de transmission, parce que j'ai vu sur ton compte Instagram, parce que j'ai été traîné un tout petit peu quand même pour prendre connaissance avec toi, mais pas trop. J'aime bien découvrir que que tu avais une photo avec des neveux et nièces, si je me trompe pas, à qui tu faisais lire le livre qui n'était pas encore sorti. Est-ce que tu veux en parler justement un peu de cette transmission et de la manière dont tu apprends ou tu partages avec les plus jeunes sur ce que tu vis? Oui, moi, l'esprit de transmission, elle m'anime depuis que je suis jeune, que ce soit sur le Tour d'Europe, le Tour de l'Atlantique. Mes actions, elles vont de la primaire à l'université. J'aime ces messages-là, c'est les jeunes de demain qui vont former le monde. Et donc, pour moi, les sensibiliser à cette différence, au don d'organes, c'est ces valeurs-là, intuitivement. Et en fait, je pense qu'on les perd avec le temps, ces valeurs de solidarité et d'acceptation de la différence. Et donc, moi, j'aime transmettre ça à travers les aventures, que ce soit en voiture, en bateau, mais aussi avec les mots, qui, je pense, est un autre moyen d'expression qui est tout aussi fort. Et on peut peut-être là prendre le temps, poser les choses, les nuancer aussi, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on doit faire vite, dans le cadre d'une interview, dans le cadre d'une intervention. Et donc là, c'était important pour moi de faire passer des messages que je ne peux pas forcément faire passer ou que je ne prends pas moi-même le temps de faire passer dans un autre cadre. Ok. Et alors, pour en revenir à l'aventure qui fait que je t'ai découvert, c'est à quel moment vient cette idée du marathon de Paris?
Cette idée vient à mon retour du Tour de l'Atlantique où je voulais me relancer un défi, mais un défi plus sportif, plus solitaire, et où le dépassement de soi joue un rôle majeur. On me rabâche depuis que je suis enfant que j'ai un mental d'acier, un mental très fort, mais je voulais me confronter à moi, me retrouver face à moi-même et mettre en pratique cette force mentale qu'on me donne, mais que moi je connaissais, mais je voulais me le prouver en tout cas. Et donc, quand j'ai vu que le marathon de Paris tombait cette année, le 17 octobre, qui est aussi la journée mondiale du don d'organes et de la greffe, je me suis dit que pour sensibiliser je pense qu'on a besoin de symboles pour avancer, bah, le symbole, il était tout trouvé, c'était de courir ce marathon. Ok. Et à quel moment, dans cette idée de courir le marathon, il y a ce lien avec c'est ton chirurgien ou un des chirurgiens, je ne sais pas, enfin en tout cas la personne qui t'a accompagné dans ce défi? Alors, mon chirurgien, Antoine Mugnot, c'est la personne qui m'a greffé le 17 juillet 2017. Et en fait, dans le cadre de la préparation, je médiatise au maximum mes projets, pas pour parler d'Alexandre Alain, mais pour parler de la mucoviscidose, pour parler du don d'organes, de véhiculer toujours les mêmes messages. Et du coup, j'ai revu pour la première fois Antoine au mois de juin-juillet. Et en entendant parler de moi, en s'informant sur mes différents projets, sur ma personnalité, lui, dans sa vie, a toujours voulu faire un marathon, mais n'avait pas eu l'occasion. Et donc, il m'a fait la surprise de me dire que voilà, il allait participer à ce marathon avec moi et qu'on allait en tout cas essayer de le terminer ensemble. Ok. Et j'ai vu en plus que pour courir ce marathon, tu avais eu des soutiens de certaines marques. Ça s'est passé comment? Est-ce que tu as eu uniquement des soutiens qui ont permis de faire encore plus connaître ta cause, ou l'idée c'était aussi de pouvoir et te dépasser et récolter des dons? Est-ce qu'il y a eu cette idée-là aussi avec derrière? Alors, moi, j'ai eu un partenaire, mais un partenaire équipementier, j'ai envie de dire. En termes financiers, enfin, j'étais encore en alternance, en ayant beaucoup de travail sur le livre, j'ai pas eu le temps, en tout cas, de trouver des partenaires financiers, que ce soit pour m'accompagner, moi, dans ma préparation, et pour trouver des dons. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de porter les couleurs de l'association Grégory Le Marchal, qui est une association plus qu'importante pour moi et qui a une symbolique particulière. Euh, et donc déjà pouvoir porter leurs couleurs, pour moi, c'était déjà un moyen de les remercier. D'accord. Et justement, est-ce que tu veux en parler un petit peu de l'association Grégory Le Marchal? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont fait pour toi ou toi tu as découvert, enfin je dirais que cette association et par le combat de Grégory, elle a fait connaître la mucoviscidose qui était une maladie peu connue entre guillemets ou en tout cas pas mise en avant. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de leur combat? Alors leur combat, moi, c'est pas moi personnellement, c'est toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose et greffées. Ils mènent un combat à la suite du décès de leur fils qui est juste remarquable, que ce soit les bénévoles, ses parents, sa sœur. Euh, Sans cette association, en lien bien sûr avec Vaincre la mucoviscidose qui date depuis beaucoup plus longtemps, la recherche et la prise en charge sur la mucoviscidose ne seraient pas du tout la même. Donc on doit leur en tirer un chapeau. Et faut continuer à leur faire des dons pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent mener des projets, à l'image de la maison Grégory Le Marchal qu'ils ont monté pour accompagner les patients greffés, car souvent avec la mucoviscidose, les gens n'ont pas cette vision-là à long terme que moi j'ai eu la chance d'avoir depuis que je suis tout jeune, avec cette volonté-là de croire en l'avenir. Mais la greffe, ça ouvre des possibilités, mais ça peut aussi déstabiliser parce qu'on se dit, bah attends, je fais quoi? J'ai pas forcément fait d'études, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Comment je peux le faire? Donc cette maison Grégory Le Marchal, elle a cette vocation-là d'accompagner les malades et c'est très important et bien sûr bah, c'est un budget, ça a des coûts et donc si vous avez quelques euros qui traînent en cette fin d'année, bah, n'hésitez pas à faire un don, que ce soit l'association Grégory Le Marchal ou Vaincre la mucoviscidose. Ok, on mettra les liens dans les notes du podcast pour ceux qui voudraient aller trouver facilement le moyen de faire un don. Euh, Quand tu pars sur ce marathon, pour en revenir à ce défi que tu t'étais lancé, au moment où ça démarre, c'est quoi les sentiments qui te passent par la tête? Est-ce que tu es concentré sur le défi ou est-ce qu'il y a plein d'éléments qui te disent ah, ça y est, là, j'y suis, je me lance le défi et j'ai pu atteindre ça? Là, j'y suis, que je suis enfin sur cette ligne de départ. Ça fait 9 mois que je me prépare,
que la préparation a été longue, elle a été intense. J'ai été encadré par des coachs. J'ai aussi mon beau-frère qui est à mes côtés. J'ai des amis qui sont à mes côtés. J'ai mon coach qui court avec moi. On est toute une petite équipe et ça, on va pouvoir partager ça ensemble. Et le marathon, la course à pied en général, c'est l'une des seules disciplines où on est tous gagnants à la fin en fait. Et ça c'est beau, c'est chouette. Et partager ça tous ensemble, ne pas le garder que pour moi, c'est fort et ça fait du bien. Ok. Et de ce que j'ai lu, donc tu termines le marathon en 5h30, c'est ça? Dis-moi si je me trompe. C'est ça, Ok. 5h31. D'accord. Et la phrase qui m'a marqué, c'est que il y a eu un moment où t'as le mur des 30 kilomètres. Pour ceux qui connaissent un peu le marathon, voilà, c'est le mythe du mur des 30 kilomètres où beaucoup de gens ont un blackout ou alors des grosses difficultés. Toi, t'as ressenti une blessure au genou, c'est ça? En fait, je me suis blessé 6 semaines avant la course. Je l'ai un peu gardé pour moi. Mon cercle très proche était au courant, mais moi, j'avais pas envie de véhiculer ce doute pour les personnes qui me supportent et qui m'envoient des messages, car je sais que j'étais en capacité de le supporter. Bien sûr, ça m'a fait douter, hein. J'ai eu un peu peur que cette préparation tombe à l'eau et du fait que je l'avais clairement annoncé que je faisais ce marathon, que je voulais le terminer. Bien sûr, bah, il y a cette médiatisation, il y a cet engouement-là autour de moi. C'est les quelques jours avant le marathon, je reçois beaucoup de messages. Et donc cette douleur au genou, c'est une tendinite. Donc pendant les 6 dernières semaines, je me suis pas du tout entraîné. J'ai dû faire 15 kilomètres en 4 fois. Et là, 41 km, 42 kilomètres m'attendaient. Donc là, ça allait être un sacré challenge. Mais je voulais aussi prendre du plaisir, que ce soit pas que dans la souffrance. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir sur les 21 premiers kilomètres de ce marathon. Et à partir du 24e, la douleur est très très vite revenue au niveau de mon genou et à partir de ce moment-là, c'était de la souffrance. Et en plus, sur le parcours de Paris, c'est là où le parcours devient plus compliqué, sur les quais, où là, il y a beaucoup de descentes, montées, il y a un long tunnel aussi à aborder. Et une dernière grosse montée avant le 38-39e kilomètre. Et donc là, ça pique beaucoup, c'est beaucoup de douleur, mais mes proches sont là autour de moi. Je sais que je vais pas lâcher, que je serai dans les temps pour terminer avant les 6 heures. Mais c'est beaucoup de souffrance et je lâche pas, mais je lâche pas, c'est pas que pour moi, je lâche pour le message que j'ai sur les épaules. Et ça fait du bien. Et moi, j'en fais une véritable force de l'avoir annoncé. Et quand j'annonce, je fais. Et ça me tient à cœur. D'accord. Et puis effectivement, la phrase moi qui m'a marqué, c'est que au moment où tu passes la ligne d'arrivée, tu dis que tu es pas seul entre guillemets, tu regardes vers le ciel et je trouve que le message il est encore plus fort. Ah bah c'est sûr que là j'ai couru pour deux. Je vis aussi un peu pour deux parce que bah, cette personne qui m'a fait don de ses poumons, cette personne-là est décédée. Elle a certainement pas eu la vie ou en tout cas toute la vie qu'elle aurait voulu faire tous ses projets à elle. Donc faut pas qu'elle s'inquiète. Moi des projets j'en ai à revendre pour deux parce que je suis un peu entrepreneur dans l'âme, mais entrepreneur en fois mille. Parfois, c'est un peu, mes proches ont un peu du mal à me suivre avec mes idées, mais en tout cas, je suis sûr qu'on va vivre à deux et on va vivre plein de belles choses. Alors j'ai une question très candide et tant pis si certains diront, bah, enfin tu pouvais te renseigner ou autre. Est-ce que tu as des informations sur la personne qui a fait ce don ou pas du tout? Ça reste totalement anonyme ou est-ce que c'est de la famille qui peut savoir? Enfin bref, je sais pas du tout. Non, moi, je ne sais pas. La famille de cette personne ne le sait pas non plus. D'accord. Peut-être qu'un jour, du fait de la médiatisation de mes projets, que je parle beaucoup de cette date, peut-être qu'un jour, on va me poser la question. C'est peut-être quelqu'un de mes proches, de ma famille, qui ont donné, qui m'enverront un message. Je ne connais pas cette personne-là. Je ne sais pas honnêtement si j'ai envie de savoir qui c'est. Si ça me tombe dessus, ça me tombe dessus, mais je suis pas en recherche de qui est cette personne-là. Elle est avec moi, on s'est apprivoisé et maintenant ça fait partie de moi et elle est devenue un peu mon moteur et moi je suis un peu le véhicule. Donc si je peux prendre cette métaphore, mais en tout cas non, je ne connais pas cette personne-là. En tout cas, je la connais pas personnellement, mais on se connaît bien maintenant. Je me doute, je me doute. L'image est très très belle. Quel est le regard de ta famille et de tes proches sur tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais? Au début, c'était beaucoup de crainte et de peur. Maintenant, elles y sont habituées et en fait, c'est toujours des projets qui sont encadrés, structurés. J'ai des partenaires qui m'accompagnent, qui structurent. C'est jamais une aventure pour une aventure ou sur un coup de tête et je pars sans savoir où je vais. Je sais où je vais. Je structure tout ce que je fais. Les messages que je véhicule sont encadrés.
je ne pars pas dans tous les sens et donc maintenant ils s'y sont habitués, ils sont fiers. Bien sûr, à chaque fois que je leur dis que j'ai un nouveau projet, il y a une petite crainte, mais elle est vite bâclée. Et encore une fois, ils étaient très contents pour moi sur cette ligne d'arrivée. Ok. Et tu me disais que le marathon n'était pas ton dernier événement. Il y a d'autres événements que tu as en tête. Et peut-être que tu ne peux pas en parler ou tu ne veux pas en parler pour garder justement un petit peu cette énergie médiatique qui te sert à faire connaître la maladie. Mais est-ce qu'il y en a dont tu peux parler, des projets que tu as en tête? Je suis en construction d'un très gros projet sportif qui est le plus ambitieux que j'ai jamais mené, qui aura lieu en 2023, mais je l'annonce publiquement et officiellement là en février mais 2022 parce que c'est aussi un projet pour la première fois qui demande un effort financier. Donc, il faut trouver des partenaires financiers qui puissent m'accompagner parce que là, c'est un budget qui est aux alentours des 300 000 euros. Donc là, c'est un projet qui est très ambitieux, très grand, très beau, mais il y a tout ce travail de structuration et de recherche de partenariat qui va me demander beaucoup de temps et de la préparation pour ce nouveau défi. Et donc voilà, c'est un peu là en ce moment où j'en suis, c'est trouver ces partenariats. Ok, très bien, très bien. Bah, écoute, c'est un très beau teasing pour la suite. J'arrive à la fin de notre interview, mais peut-être que y a quelque chose que tu veux dire, un message que tu veux faire passer. Voilà, le micro est à toi. S'il y a quelque chose que tu as envie de dire et que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire, vas-y, la porte est grande ouverte. Bah, c'est le fait que moi, je ne dis pas qu'il faut être pour le don d'organes. Je dis simplement qu'il faut en parler en amont, que ça soulage les familles de donner sa position, que le jour J, bah, malheureusement, lors de ce décès, ça pourra les soulager. Je ne dis pas qu'il faut être absolument pour. On peut être contre et j'en suis totalement conscient et totalement d'accord. Enfin, chacun a sa propre conviction et sa vision et ça, je peux totalement le comprendre. Mais juste parlez-en, ça soulage les familles au moment du choix. Ok, donc bah, si le podcast peut déjà servir à ça, faire en sorte que ceux qui écoutent disent tiens, bah, moi ma position c'est ça ou ça, effectivement là où tu as raison, il vaut mieux le faire en amont que le faire le jour où il y a Où il sera déjà trop tard. Ouais, voilà, effectivement. C'est ça, exactement. Eh ben, écoute Alexandre, un grand merci d'avoir accepté et de m'avoir fait confiance, d'avoir accepté de partager sur le podcast Allez Vas-y. Je mettrai donc toutes les notes de ce qu'on a parlé dans les notes du podcast. Je remettrai un lien, comme on l'a dit, via les associations pour faire un don à Vaincre la mucoviscidose et à l'association Grégory Le Marchal, parce que je pense que c'est important, là où tu as raison, c'est que y a des fois, au lieu de s'acheter le dernier t-shirt à la mode ou autre, peut-être que on peut se dire que déjà, un, ça fait du bien à la planète de ne pas reconsommer, et deux, en plus, on peut faire du bien avec cet argent et en donner un petit peu à une association. Donc, comme tu le disais, même des quelques euros qui peuvent traîner, c'est déjà ça. Exactement. Ben, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps et bonne continuation à toi et longue vie à tes projets. Merci beaucoup. À très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Alexandre et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.